Le jour où tout a changé, je me souviens du ciel. D'un bleu intense au départ, il s'était rapidement couvert, les nuages noirs roulant comme des vagues menaçantes. Je m'appelle Thomas Vauquelin, ingénieur aéronautique. Ironique, n'est-ce pas, de me retrouver dans un avion dont je comprenais chaque boulon, chaque panneau, pour finir à devoir prier qu'il tienne face à une tempête. Le vol avait bien commencé. Une mission scientifique vers Kerguelen, un archipel perdu dans l'océan Indien. On transportait des chercheurs, des techniciens, et un peu de matériel pour des études climatiques. L'avion, un modèle robuste mais vieillissant, grondait sous les premières secousses. J'étais assis près d'un hublot, fasciné par la descente progressive de la lumière du jour. Puis tout a basculé. Les premières turbulences n'ont fait qu'onduler le ventre de l'appareil. Rien d'inhabituel pour ce type de vol. Mais la voix du pilote, tendue, nous a rapidement ramenés à une réalité bien plus sombre. La tempête frappait plus fort que prévu. Les masques à oxygène se sont déployés brusquement lorsque l'avion a plongé, sa structure gémissant sous la pression. À travers le hublot, je ne voyais plus qu'un mur blanc de neige et de pluie. Le cockpit envoyait des messages précipités, mais quelque chose dans leur ton m'a glacé, ce n'était pas une procédure ordinaire. C'était la panique. L'impact a été brutal, indescriptible. L'avion, comme un géant frappé par une main invisible, s'est abattu sur un terrain que je ne pouvais pas voir. Une force écrasante m'a plaqué contre mon siège, coupant mon souffle. Le bruit de métal froissé, de verre brisé, et de hurlements s'est fondu en un chaos assourdissant. Puis, un silence étrange. Quand j'ai rouvert les yeux, ma première pensée a été « Suis-je mort ?» Mais la douleur était bien là, sourde et écrasante, dans ma jambe coincée sous un morceau de siège. Tout autour, l'air était saturé de fumée et de froid mordant. Je pouvais entendre des gémissements, des appels indistincts dans le vent hurlant. En me libérant, j'ai réalisé que l'avion n'était plus qu'une carcasse. Une partie du fuselage s'était disloquée, exposant les survivants à un paysage hostile. Dehors, le vent soufflait si fort qu'il semblait vouloir nous déchirer la peau. Des morceaux de métal étaient dispersés comme des jouets oubliés par un enfant capricieux. J'ai rampé à travers les débris, évitant les éclats de verre et les restes carbonisés. Quelques corps inertes gisaient, leurs visages figés dans une expression de terreur. C'est un spectacle qui marque à jamais. Mon instinct m'a poussé à chercher d'autres survivants. J'ai trouvé Elodie, une scientifique, recroquevillée près d'un siège renversé. Elle saignait à la tête mais était consciente. Puis il y avait Marc, un technicien costaud, qui tentait de dégager quelqu'un coincé sous un panneau métallique. Nous étions dispersés, quelques âmes épargnées par la violence du crash. La réalité de notre situation s'est imposée rapidement, nous étions au milieu de nulle part, sur une île où la nature semblait résolue à nous éradiquer. Kerguelen, surnommée « l'île de la désolation », portait bien son nom. Le vent était glacial, coupant, et la pluie tombait comme des aiguilles. Nos vêtements trempés collaient à nos corps, rendant chaque mouvement un supplice. Nous avons fait l'inventaire des débris. Quelques caisses de nourriture, de l'eau, et des couvertures avaient survécu à l'impact. Mais la radio, notre seul moyen de communication, était brisée. Marc, avec ses mains calleuses et son expertise technique, a essayé de bricoler quelque chose, mais le verdict était sans appel, nous étions coupés du monde. Le temps jouait contre nous. Les nuages bas étouffaient la lumière, plongeant le paysage dans une semi-obscurité oppressante. Une falaise se dressait non loin, et plus loin encore, on apercevait des étendues de roches noires battues par les vagues. Pas d'arbres, pas de signe de vie, juste ce vent qui hurlait, comme pour nous rappeler que nous n'avions pas notre place ici. Nous avons rassemblé les vivants, une dizaine en tout, et cherché un abri. Une grotte dans la roche semblait être notre meilleure chance. L'accès était périlleux, mais la promesse d'un endroit protégé nous poussait à avancer, malgré nos corps épuisés et meurtris. La grotte était sombre et froide, mais elle nous offrait un semblant de protection contre les éléments. Nous avons allumé un feu avec ce que nous avions pu récupérer, et l'unique flamme vacillante éclairait nos visages fatigués. Elodie murmurait des prières. Marc, silencieux, surveillait l'entrée. Mais la peur grandissait, une peur viscérale, irrationnelle, amplifiée par les ombres projetées sur les parois rugueuses. La tempête, elle, continuait de rugir à l'extérieur, comme une bête furieuse cherchant à entrer. À un moment donné, un cri a retenti au loin, un son déchirant qui n'était ni celui du vent, ni celui d'un oiseau. Ce fut le signal pour beaucoup de nous, cette île n'était pas simplement hostile. Elle était vivante, et elle nous observait. La nuit dans la grotte a été interminable. Entre le froid, l'humidité qui s'infiltrait à travers la roche et le vent qui semblait gémir des lamentations fantomatiques, aucun de nous n'a dormi. Mais ce cri,
Ce hurlement venu des ténèbres continuait de résonner dans ma tête. Était-ce un survivant, un animal, ou autre chose? À l'aube, la tempête s'était calmée, offrant un répit trompeur. La lumière grise du jour révélait un paysage encore plus désolé que je ne l'avais imaginé. Les roches volcaniques, coupantes comme des lames, étaient partout, et des étendues de mousse détrempée s'étendaient vers l'horizon. L'air salé, transporté par les vagues qui se fracassaient contre les falaises, brûlait nos narines. Nous étions en train de partager nos maigres provisions quand Élodie s'est levée brusquement. Elle regardait fixement l'entrée de la grotte. Une silhouette se dessinait au loin, avançant péniblement sur la lande. C'était un homme, boitant, les bras ballants. Mon cœur a bondi, le survivant disparut. Il s'est écroulé avant d'atteindre la grotte. Marc et moi avons couru à sa rencontre, mais à mesure que nous approchions, je sentais une étrange tension dans l'air. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage pâle, presque cadavérique. Il murmurait des mots incohérents, sa voix rauque presque noyée dans le vent. Nous l'avons ramené dans la grotte, où il a repris connaissance brièvement. Entre des râles d'effort, il nous a parlé de « choses » dans la brume. Des ombres mouvantes, des yeux qui brillaient, puis, il a sombré dans un délire fiévreux avant de mourir quelques heures plus tard. Nous avons recouvert son corps avec une couverture. Un silence pesant s'est installé. Aucun de nous n'avait la force de dire ce que nous pensions tous. Cette île n'était pas seulement hostile. Elle était dangereuse. Le lendemain, il fallait prendre une décision. Nous ne pouvions pas rester dans cette grotte indéfiniment. Les provisions étaient limitées, et les températures glaciales n'allaient qu'empirer. Marc a proposé d'explorer les environs pour trouver de l'eau potable et des ressources. Une partie du groupe est restée dans la grotte, tandis que 5 d'entre nous, dont moi, sommes partis. La marche était difficile, chaque pas sur la roche tranchante mettait nos chaussures à rude épreuve. Le vent, bien qu'apaisé, restait implacable, s'infiltrant sous nos vêtements comme une main glaciale. Nous avons atteint une falaise qui surplombait une petite crique. En bas, l'eau semblait accessible, mais la descente était périlleuse. Marc a pris les devants. Nous avons sécurisé une corde improvisée avec des ceintures et des morceaux de toile récupérés dans les débris de l'avion. Le premier à descendre s'est bien accroché, mais à mi-chemin, un bruit sinistre s'est fait entendre. Le sol s'est dérobé sous nos pieds. Une partie de la falaise s'est effondrée, emportant l'un des nôtres. Nous avons crié, impuissants, alors que son corps disparaissait dans un nuage de poussière. La panique s'est emparée du groupe. Certains voulaient remonter immédiatement, d'autres insistaient pour continuer. Nous avons finalement récupéré un peu d'eau, mais l'amertume de notre perte alourdissait chaque goutte ramenée à la grotte. De retour, les tensions ont éclaté. Ceux qui étaient restés nous ont reproché d'avoir pris des risques inutiles. La faim, le froid, et maintenant la culpabilité rongeaient tout le monde. 2 membres du groupe, Isabelle et Julien, se disputaient violemment sur la façon de gérer les provisions. Julien accusait Isabelle de garder des rations pour elle-même. Le ton montait, et Marc a dû intervenir pour séparer les deux. Mais les regards échangés étaient lourds de rancune. Cette nuit-là, la fatigue m'a finalement vaincu, et je me suis endormi. Pourtant, je n'ai pas trouvé la paix. Je me suis réveillé en sursaut, alerté par des bruits à l'extérieur. Des pas, précipités, lourds. J'ai tendu l'oreille, essayant de distinguer ce qui se passait. Un cri strident a brisé le silence. C'était Isabelle. Nous avons jailli hors de la grotte pour la trouver allongée sur le sol, les yeux écarquillés, terrorisée. Elle répétait qu'elle avait vu quelque chose. Une silhouette, une ombre qui la suivait dans l'obscurité. Nous l'avons ramenée à l'intérieur, mais personne ne pouvait ignorer la peur palpable qui envahissait la grotte. Le jour suivant, dans un effort pour apaiser les esprits, Marc a suggéré d'explorer les alentours à nouveau. Nous avons trouvé une vieille cabane en bois, presque effondrée, mais suffisamment intacte pour fouiller l'intérieur. La poussière recouvrait tout, et l'air était chargé d'une odeur de pourriture et de bois humide. Sur une table bancale, nous avons découvert un carnet de cuir, usé par le temps. À l'intérieur, des pages griffonnées décrivaient une ancienne expédition scientifique. Les mots étaient parfois illisibles, mais les notes parlaient de « phénomènes étranges » observés sur l'île. Des disparitions, des changements dans le comportement de la faune locale. Une phrase, surtout, m'a marqué, « La brume n'est pas qu'un voile, elle observe ». Nous avons ramené le carnet à la grotte, mais partager son contenu n'a fait qu'intensifier les tensions. Certains voulaient croire qu'il s'agissait d'hallucinations dues à l'isolement. D'autres, comme Isabelle, étaient convaincus que l'île abritait quelque chose de bien plus sinistre. Les jours se confondaient, mais cette nuit-là restera gravée dans ma mémoire comme l'une des plus effrayantes de ma vie. La grotte, qui nous avait jusqu'alors semblé être un refuge, commençait à ressembler à une prison. Les parois de roche renvoyaient nos murmures anxieux,
et l'air semblait plus lourd, plus oppressant. La fatigue et la peur rongeaient chacun d'entre nous. Le vent hurlait au dehors, mais cette fois, il portait un son différent. Un gémissement lointain, qui se rapprochait lentement. Nous nous sommes regardés, pétrifiés. Marc, toujours le plus pragmatique, a attrapé une pierre qu'il avait aiguisée, tandis que les autres cherchaient désespérément des armes de fortune. J'ai saisi un bâton que j'avais durci au feu la veille. Mon cœur battait à tout rompre. Puis, cela a commencé. Un premier bruit, comme des griffes raclant la roche, a retenti à l'entrée de la grotte. Le silence qui a suivi a été pire que le bruit lui-même. Tous retenaient leur souffle, figés dans l'attente de l'inévitable. Une ombre est passée, rapide, insaisissable. Puis une autre. Les mouvements étaient si fluides, si furtifs, qu'il était impossible de dire combien elles étaient. 2, 3, plus. Un cri soudain a percé l'obscurité. Isabelle, elle se débattait avec quelque chose qui l'avait attrapée par la jambe. J'ai réagi instinctivement, frappant avec mon bâton. Le contact avec la chose m'a surpris, elle était ferme, froide, presque métallique. La créature a poussé un cri perçant avant de lâcher prise et de disparaître dans les ténèbres. Ce n'était pas fini. Une autre silhouette a jailli, mais Marc a été plus rapide. Avec sa pierre aiguisée, il a frappé violemment, et un bruit sourd a suivi. La chose s'est repliée, laissant derrière elle une traînée de liquide sombre, presque noir. Nous avons bloqué l'entrée de la grotte avec des pierres, mais le reste de la nuit, les griffements et les hurlements ont continué. Aucun de nous n'a dormi. Lorsque le jour s'est levé, nous avons émergé de la grotte, hagards et brisés. Les créatures avaient disparu avec la lumière, mais leurs traces étaient partout. Des marques de griffes striaient la roche autour de l'entrée, et des empreintes étranges, semblables à celles d'animaux mais avec une disposition anormale, couvraient le sol. Marc a insisté pour que nous nous réorganisions. Nous ne pouvions plus rester ici. Il fallait trouver un autre abri, plus sûr, et comprendre ce qui nous traquait. Mais les tensions montaient. Isabelle refusait de bouger, tremblante, les yeux hagards. Julien, lui, ne cessait de murmurer que nous étions condamnés. Je me suis surpris à penser la même chose. Pourtant, une part de moi refusait d'abandonner. J'ai suggéré de suivre les traces des créatures, espérant trouver des indices sur leur origine. Une idée folle, mais qui donnait un but à notre errance. En suivant les empreintes, nous sommes tombés sur une autre grotte, plus grande et plus profonde que la nôtre. Une odeur nauséabonde en émanait, un mélange de pourriture et de sel. À l'intérieur, nous avons découvert une scène qui m'a glacé le sang. Des ossements humains étaient éparpillés sur le sol, mélangés à ceux d'animaux. Certains semblaient vieux, blanchis par le temps, tandis que d'autres portaient encore des lambeaux de chair. Sur les parois, des gravures étranges étaient visibles, gravées à même la roche. Elles représentaient des silhouettes humanoïdes, avec des membres anormalement longs et des yeux démesurés. Marc a trouvé une sorte de niche où était posé un objet métallique. C'était un dispositif inconnu, rouillé et endommagé, mais qui semblait technologique. Une inscription gravée en anglais parlait de « projet d'observation » et mentionnait une date, 1974. Nous avons quitté la grotte en hâte, mais l'ambiance pesante ne nous a pas quittés. Que s'était-il passé sur cette île? Et pourquoi y avait-il des traces de technologie aussi avancées mêlées à des scènes si primitives? De retour à notre abri temporaire, nous avons préparé des défenses. Chacun s'armait du mieux qu'il pouvait, et des pièges rudimentaires ont été installés à l'entrée. La nuit est tombée rapidement, et avec elle, l'inévitable. Les créatures sont revenues, plus nombreuses cette fois. Elles ont attaqué nos barricades avec une force déconcertante, leur hurlement déchirant le silence. L'un des pièges s'est déclenché, attrapant l'une d'elles. Nous avons vu sa silhouette se débattre dans la lumière vacillante de notre feu. C'était une forme tordue, mi-animale, mi-mécanique. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge malsaine. Marc a pris son courage à deux mains et a frappé, mettant fin à ses souffrances. Mais les autres créatures continuaient d'assiéger notre refuge. Isabelle a crié qu'elle ne pouvait plus supporter cela et s'est précipitée hors de la grotte. Nous avons hurlé pour la retenir, mais c'était trop tard. Une ombre l'a happée dans l'obscurité. Nous avons survécu à cette nuit, mais au matin, nous étions un groupe encore plus réduit, marqué par la perte et le traumatisme. Le silence qui accompagnait l'aube n'était pas un réconfort, mais un avertissement. L'île n'allait pas nous laisser partir. Pas vivants, en tout cas. Après la nuit infernale qui nous avait coûté Isabelle, il était clair que nous devions agir vite. La grotte n'était plus sûre. Chaque instant passé à attendre ici augmentait nos chances de succomber, que ce soit aux créatures, au froid, ou à la folie qui commençait à ronger certains d'entre nous. Marc, stoïque malgré les pertes, proposa que nous explorions les terres plus en profondeur. Cette île cachait quelque chose.
La grotte macabre et le dispositif trouvé à l'intérieur en étaient la preuve. Il fallait comprendre ce qui s'était passé ici. Nous avons rassemblé nos maigres possessions, les outils rudimentaires que nous avions forgés, et une ration de nourriture pour 2 jours à peine. L'idée même de quitter la relative sécurité de notre abri pour marcher dans l'inconnu me terrifiait, mais l'inaction était une condamnation certaine. La journée était glaciale, le vent mordant nos visages à chaque pas. Nous progressions à travers un terrain inégal, mélange de roches volcaniques et de plaines battues par les vents. L'île semblait vivante, chaque souffle de vent, chaque craquement de branches ou mouvement dans les herbes hautes alimentant notre paranoïa. Après plusieurs heures, nous avons aperçu une structure au loin, une silhouette rectangulaire, improbable dans cet environnement sauvage. Alors que nous approchions, les contours d'un bâtiment se précisaient. C'était une bave, ou ce qu'il en restait, des murs métalliques rouillés, des antennes brisées, et des débris éparpillés autour. Un panneau effacé portait des inscriptions à peine lisibles, Station de recherche Projet Antarctis, 1974. L'entrée était béante, une porte arrachée pendait par ses charnières. À l'intérieur, l'obscurité était totale, et une odeur de métal oxydé et de pourriture nous assaillait. Mon estomac se noua, mais nous n'avions pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant. La base était un dédale de couloirs étroits et de pièces délabrées. Des papiers jaunis traînaient sur des bureaux renversés, des équipements en panne scintillaient faiblement dans l'obscurité. Nous avons trouvé une salle principale où étaient stockées des archives. Les documents, pour la plupart illisibles, faisaient mention d'expérimentations sur la faune locale. L'objectif semblait être l'adaptation génétique d'espèces marines aux environnements extrêmes. Mais ce qui nous glaça le sang, c'était une mention récurrente dans les rapports, réponses imprévues aux stimuli artificiels. Les créatures, ces monstres qui nous traquaient semblaient avoir été créés ici, des êtres modifiés qui avaient échappé au contrôle de leur créateur. Mark découvrit un journal. Les dernières entrées décrivaient une fuite désespérée. Le personnel de la base avait été attaqué, non seulement par les créatures, mais aussi par certains membres de leur propre équipe, devenus violents sous l'effet d'un agent externe. Les pages étaient tachées, la fin du récit illisible. Dans une salle isolée, nous avons trouvé un générateur fonctionnel. Mark parvint à le remettre en marche, inondant la base d'une lumière vacillante. Pour la première fois depuis des jours, une chaleur artificielle nous enveloppa. Ce petit confort fut suffisant pour redonner un semblant d'espoir au groupe. En fouillant davantage, nous sommes tombés sur une antenne parabolique brisée. Elle était connectée à une console, qui semblait partiellement opérationnelle. L'écran clignotait faiblement, et une lumière rouge indiquait un signal intermittent. Mark s'efforça de le décrypter, mais tout ce qu'il put obtenir était une série de coordonnées, situées sur l'autre côté de l'île. Le signal provenait peut-être d'une autre station ou d'un refuge. Notre euphorie fut de courte durée. Cette nuit-là, les créatures attaquèrent avec une violence inouïe. Les hurlements résonnaient dans les couloirs, amplifiés par les murs métalliques de la base. Les barricades que nous avions dressées cédèrent rapidement. Nous avons couru pour nous réfugier dans une salle verrouillable, retenant notre souffle alors que les griffes des créatures raclaient la porte. Le générateur, que nous avions perçu comme une bénédiction, semblait avoir attiré ces horreurs. Nous étions piégés. Les heures passèrent dans une terreur silencieuse. Parfois, une ombre passait devant la vitre de la porte, et je me demandais si je sortirais jamais vivant de cet enfer. Lorsque le jour se leva, les créatures disparurent aussi mystérieusement qu'elles étaient venues. Mais la base était dévastée, et notre morale au plus bas. Nous devions atteindre ces coordonnées. C'était notre seule chance. Le chemin jusqu'aux coordonnées était semé d'embûches. Nous devions traverser des terrains marécageux, où un faux pas pouvait nous condamner. Les jours se succédaient, ponctués par des attaques sporadiques des créatures et des tempêtes violentes. Julien, épuisé et fiévreux, s'effondra à mi-parcours. Nous n'avions pas le luxe de nous arrêter, mais l'abandonner n'était pas une option. Marc et moi le soutînmes, avançant pas à pas, chaque mètre gagné étant une victoire sur l'inévitable. Un soir, nous aperçûmes enfin ce qui semblait être un phare ou une balise. Une lueur vacillante perçait la nuit. C'était notre destination, notre dernier espoir. Mais pour l'atteindre, nous devions traverser un champ de roches instables, où chaque pas menaçait de nous entraîner dans le vide. Alors que nous approchions du phare, une tempête se leva, plus violente que tout ce que nous avions connu. Les vents hurlaient, emportant les pierres et rendant chaque mouvement périlleux. Les créatures, comme attirées par notre désespoir, surgissaient de l'obscurité, leur hurlement se mêlant à celui du vent. Marc, dans un ultime acte de courage, s'interposa pour retenir les créatures, nous criant de courir. Je l'ai vu disparaître dans l'ombre, emporté par les griffes de ces monstres. Mon cœur se brisa, mais je n'avais pas le temps de pleurer.
Avec Julien sur mes épaules, j'atteignis enfin le phare. À l'intérieur, je trouvai une balise fonctionnelle et un vieux carnet mentionnant un code d'activation. Tremblant, je lançai un signal de détresse. Puis, épuisé, je m'écroulais. Je me réveillai au son d'hélice. Un hélicoptère fendait les nuages, illuminant l'île de son projecteur. Des sauveteurs descendaient en rappel. Nous étions sauvés, mais à quel prix? Alors que nous quittions Kerguelen, je regardais une dernière fois cette île maudite. Marc n'était plus là. Les créatures, tapies dans l'ombre, semblaient nous observer, comme si elles savaient que nous ne reviendrions jamais. L'île s'éloignait, mais son empreinte resterait gravée en moi. La survie avait un prix, et cette expérience m'avait changé à jamais.